Ma sœur a découvert mon salaire en fouinant. Elle a monté nos parents contre moi pour réclamer 50%. Je leur ai tendu une enveloppe. Ce qu'il Y avait dedans a détruit leur alliance. C'était un vendredi soir de novembre, de ceux où la pluie glaciale de Lyon semble vouloir effacer la ville entière. Les gouttes frappaient violemment contre les grandes baies vitrées de mon nouvel appartement, créant un rythme saccadé, presque anxiogène, qui correspondait parfaitement au battement de mon cœur. Je m'appelle Fanelli, j'ai 34 ans, et je suis directrice financière pour une grande entreprise technologique. C'était la première fois, oui, la toute première fois en 10 ans, que je m'autorisais à ressentir une étincelle de fierté. Ce matin-là, mon PDG m'avait convoqué non pas pour me réprimander, mais pour me féliciter d'avoir sauvé l'entreprise d'une faillite quasi certaine. Il m'avait remis une enveloppe contenant une lettre de promotion et une prime exceptionnelle de 40 000 €. J'avais passé l'après-midi à cuisiner. J'avais préparé un bœuf bourguignon, le plat préféré de mon père, mijoté pendant 6 heures avec un vin rouge que j'avais choisi avec soin chez un caviste réputé. L'appartement embaumait le thym, le laurier et la viande fondante. J'avais dressé la table avec ma plus belle nappe en lin, sortie l'argenterie que je m'étais offerte l'année dernière. Tout était parfait. Trop parfait, peut-être. C'était ma façon pathétique et désespérée d'acheter un moment de paix, une illusion de famille unie. Je voulais leur montrer que j'avais réussi, non pas pour les écraser, mais pour qu'ils soient enfin fiers de moi. Juste une fois. La sonnette a retenti 3 fois. Un son strident qui a déchiré le silence feutré de mon salon. J'ai pris une profonde inspiration, lissé ma robe, et je suis allée ouvrir. Ma mère, Clotilde, se tenait là, serrée dans son manteau gris usé, le visage fermé. Mon père, Théophane, suivait, le dos voûté, évitant mon regard. Et puis, il y avait Olympe. Ma sœur aînée. 39 ans, et toujours cette allure d'adolescente rebelle qui refuse de grandir. Elle est entrée la première, sans attendre mon invitation, ses bottines trempées laissant des traces de boue noire sur mon parquet en chêne clair. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a simplement balayé la pièce du regard, un regard chargé d'envie et de mépris, avant de lâcher, « C'est donc ici que tu te caches ?» C'est grand. Trop grand pour une fille toute seule. C'est presque indécent, tout ce vide. J'ai ignoré la pique, comme je le faisais depuis l'enfance. Bonsoir à tous, ai-je dit, tentant de garder ma voix stable. Entrez, je vous en prie. Le dîner est presque prêt. Ils sont entrés, apportant avec eux l'odeur de la pluie et cette tension familière, lourde et gluante, qui semblait toujours accompagner ma famille. Olympe a jeté son manteau mouillé sur mon canapé en velours beige sans même demander si elle pouvait l'accrocher. Maman a inspecté les lieux, touchant les rideaux, soupesant un vase, avec cette moue critique que je connaissais par cœur. « Tu as changé » a dit maman, non pas comme un compliment, mais comme un constat amer. « Tu as des goûts de luxe maintenant. On ne te reconnaît plus, Fanelli. » J'ai travaillé dur pour tout ça, maman, ai-je répondu doucement. Travailler, a ricané Olympe en se servant un verre de vin sans me demander. Tu as de la chance, c'est tout. Tu as toujours eu de la chance. Pendant que moi, avec ma santé fragile, je dois me contenter des miettes. Je suis retournée en cuisine pour surveiller la sauce, sentant la boule au ventre se former. Cette soirée allait être longue. Très longue. Mais je ne savais pas encore à quel point. Pendant que je touillais la viande, j'ai entendu des bruits de tiroirs qu'on ouvre et qu'on ferme dans la pièce d'accent grave côté. Mon bureau. J'avais laissé la porte entr'ouverte. Une erreur fatale. Avant de vous raconter comment ce simple dîner s'est transformé en un cauchemar juridique qui a failli me coûter ma carrière et ma santé mentale, j'aimerais savoir d'où vous écoutez cette histoire. Est-ce que vous êtes en France, au Canada, en Belgique ou ailleurs? Et quelle heure est-il chez vous? Dites-le-moi en commentaire, j'adore imaginer où ma voix résonne en ce moment. Je suis sortie de la cuisine, un plat fumant entre les mains, prête à servir. Mais le silence dans le salon était différent. Ce n'était plus le silence de la gêne. C'était le silence de la prédation. Olympe se tenait au milieu de la pièce, un papier à la main. Ses yeux brillaient d'une lueur que je n'avais jamais vue auparavant. Une lueur de triomphe malveillant. C'était ma lettre de prime.
Le plat de bœuf bourguignon a failli me glisser des mains. J'ai dû le poser précipitamment sur la console d'entrée, la porcelaine cliquetant bruyamment contre le bois. Olympe tenait la lettre comme s'il s'agissait d'une arme, ou plutôt d'un trophée de guerre. Elle la secouait frénétiquement sous le nez de nos parents. « Regardez » hurlait-elle, sa voix montant dans les aigus, brisant toute la civilité que j'avais tenté d'instaurer. « Regardez combien elle gagne. 40 000 €. En une seule fois. Juste une prime. Et vous savez combien elle gagne par mois? C'est écrit là aussi. C'est obscène. » Mon père, qui s'était toujours plaint de sa petite retraite d'ouvrier, a saisi le papier. Ses mains tremblaient. Il a ajusté ses lunettes, plissant les yeux pour lire les chiffres. J'ai vu son visage passer de la curiosité à la stupéfaction, puis, très vite, à une colère froide. « Fanelli » a-t-il murmuré, mais sa voix résonnait comme un coup de tonnerre dans la pièce silencieuse. « C'est vrai? Tu gagnes tout cet argent? » « Papa, c'est privé » ai-je tenté de dire, m'avançant pour récupérer mon document. Olympe n'avait aucun droit de fouiller dans mon bureau. Aucun droit? Olympe a ri, un son strident et sans joie. Elle s'est interposée entre moi et les parents, jouant de son corps comme d'un rempart. Je suis ta sœur. On est ta famille. Depuis quand on a des secrets entre nous? Ah, je sais. Depuis que tu as décidé que tu valais mieux que nous. Depuis que tu nous as abandonnés pour vivre dans ton palais d'ivoire pendant que nous, on crève de faim. Je ne vous ai jamais abandonné, ai-je répliqué, sentant la colère monter. Je vous envoie des cadeaux à Noël, je paie les billets de train quand vous venez. Des miettes, a crié maman. C'était la première fois qu'elle élevait la voix. Elle s'est levée du canapé, le visage déformé par une grimace de dégoût. Tu nous donnes des miettes, Fanelli. Ta sœur a raison. Tu sais qu'Olympe ne peut pas travailler. Tu sais qu'elle a son dos qui l'a fait souffrir le martyre. Tu sais que ton père et moi, on doit compter chaque centime pour payer le chauffage. Et toi tu nages dans l'argent. Olympe a vu l'ouverture. Elle savait exactement comment manipuler nos parents. Elle a toujours été le bébé fragile, l'artiste incomprise, celle que le monde maltraitait et qui avait besoin d'être protégée. Moi, j'étais la forte. La débrouillarde. Celle dont on n'avait pas besoin de se soucier. Elle a honte de nous, a pleurniché Olympe, se laissant tomber sur une chaise en se tenant les reins, simulant une douleur soudaine. Aïe, mon dos. Vous voyez? Je ne peux même pas rester debout. Et elle claque 40 000 € en quoi? En sac à main? En voyage? Alors que moi, je n'ai même pas de quoi me payer mes médicaments. C'était faux. Je savais que c'était faux. Olympe n'était pas malade. Elle était paresseuse. Elle avait arrêté de travailler il y a 10 ans parce qu'elle trouvait que les patrons ne respectaient pas sa créativité. Depuis, elle vivait chez nos parents, dépensant leur maigre retraite en cigarettes et en abonnements à des services de streaming, tout en se plaignant de son sort. On a pris une décision, a dit mon père, sa voix devenue soudainement autoritaire, celle du patriarche qui rétablit l'ordre. Il a posé la lettre sur la table, la lissant du plat de la main. On ne peut pas laisser cette injustice perdurer. Tu es notre fille, Fanelli. On t'a élevée, on t'a nourrie, on t'a logée. Si tu as réussi, c'est grâce à nous. Grâce au sacrifice qu'on a fait. Et surtout grâce au sacrifice de ta sœur. Les sacrifices d'Olympe? J'ai failli m'étouffer. De quoi tu parles? Elle s'est occupée de toi quand tu étais petite, a affirmé maman avec un aplomb terrifiant. Elle t'a laissé la place pour que tu puisses étudier. Elle s'est effacée pour que tu brilles. C'est à ton tour de payer ta dette. Olympe a relevé la tête, un petit sourire en coin que seul moi pouvais voir. Elle avait gagné. Elle avait transformé ma réussite en leur vol. On veut la moitié, a dit mon père. Le temps s'est arrêté. Pardon? La moitié de ta prime, a précisé Olympe, sa voix redevenue forte et exigeante. 20 000 €. Tout de suite. C'est la taxe familiale, ma chérie. Et à partir du mois prochain, on veut 50% de ton salaire versé sur le compte joint de papa et maman. Pour le bien de la famille. Pour compenser.
C'est de la folie, ai-je murmuré, reculant d'un pas, vous délirez tous. Si tu ne le fais pas, a menacé mon père en se levant, s'approchant de moi jusqu'à ce que je sente l'odeur rance de son vieux tabac, alors tu n'es plus notre fille. Et crois-moi, on saura faire valoir nos droits. Il y a des lois dans ce pays pour les enfants ingrats. La menace flottait dans l'air, toxique et lourde. Ils attendaient tous une réaction de ma part. Des larmes? Des cris? Une soumission immédiate? C'est ce que j'avais toujours fait par le passé. J'avais toujours baissé la tête, demandé pardon d'exister, pardon de réussir, pardon d'être différente. Mais ce soir-là, quelque chose s'est brisé en moi. Ou peut-être que quelque chose s'est enfin réparé. C'était comme si un voile se levait. Je ne voyais plus mes parents comme des figures d'autorité, ni ma sœur comme une rivale intimidante. Je voyais 3 étrangers dans mon salon. 3 parasites. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai senti un calme froid, métallique, m'envahir. C'était le même calme que je ressentais lors des négociations de crise au travail, quand tout le monde paniquait et que je devais prendre les décisions difficiles. D'accord, ai-je dit doucement. Les yeux d'Olympe se sont illuminés d'une avidité grotesque. Elle a donné un coup de coude à maman. Tu vois? Je te l'avais dit. Elle sait qu'elle a tort. Je vais vous donner ce que vous méritez, ai-je continué. Je me suis dirigée vers mon bureau. J'ai entendu leurs chuchotements excités derrière moi. Ils pensaient que j'allais chercher mon chéquier. Ils pensaient qu'ils avaient gagné le jackpot. J'ai ouvert mon coffre-fort caché derrière une fausse rangée de livres. À l'intérieur, il n'y avait pas de liasse de billets. Il y avait une enveloppe noire, épaisse, scellée depuis des mois. Je l'avais préparée un jour de déprime, comme une assurance-vie émotionnelle, en espérant ne jamais avoir à m'en servir. Mais au fond de moi, j'avais toujours su que ce jour viendrait. Je suis revenue dans le salon. J'ai posé l'enveloppe au centre de la table basse en verre, écartant d'un geste sec le bol de cacahuètes. Tiens, Olympe, ai-je dit. C'est pour toi. C'est ta part. Elle s'est précipitée, ses doigts aux ongles vernis de rouge griffant le papier pour l'ouvrir. Elle s'attendait à voir un chèque avec beaucoup de zéros. À la place, elle a sorti une liasse de papiers agrafés. Des relevés bancaires. Des factures. Des copies de virements. Elle a froncé les sourcils, confuse. C'est quoi ça? C'est une blague? Lis, ai-je ordonné. Lis à voix haute, pour que papa et maman entendent. Elle est restée muette, parcourant les lignes, son visage passant du rouge excitation à la pâleur mortelle. Puisque tu ne veux pas lire, je vais le faire, ai-je dit, ma voix tranchante comme un rasoir. J'ai pointé le premier document. Ça, c'est le relevé de ta carte de crédit de 2019. 5 000 € de dette de jeu en ligne. Qui a payé pour que les huissiers ne viennent pas saisir les meubles de papa? Moi. J'ai tourné la page. Ça, c'est la facture de la clinique privée pour ta soi-disant opération du dos l'année dernière. 3 000 €. Qui a payé parce que ta mutuelle ne couvrait pas ce charlatan? Moi. J'ai continué, impitoyable. Les impôts fonciers de la maison des parents en 2021? Moi. La réparation de la toiture après la tempête? Moi. Tes amendes pour excès de vitesse? Encore moi. J'ai regardé mes parents, qui étaient figés, la bouche entr'ouverte. Ils savaient. Au fond, ils savaient que je payais. Mais ils avaient choisi d'oublier, parce que c'était plus facile de croire aux mensonges d'Olympe qui disait avoir géré la situation. Le total, ai-je annoncé, s'élève à 28 400 € sur les 5 dernières années. C'est plus que la moitié de ma prime. En fait, Olympe, tu as déjà dépensé ta part. Et même celle de l'année prochaine. J'ai repris l'enveloppe des mains tremblantes de ma sœur. Alors maintenant, vous allez sortir de chez moi. Le dîner est annulé. Et ne revenez jamais. Il y a eu un moment de flottement. Olympe, acculée, a fait la seule chose qu'elle savait faire, elle a explosé. Elle a renversé la table basse d'un coup de pied rageur, en voyant valser les verres et les factures. Tu crois que tu peux nous acheter avec tes bouts de papier? A-t-elle hurlé, la bave aux lèvres. Tu crois que tu es meilleur que nous? Tu vas le payer,
Fanelli. Je te jure que tu vas le payer. Il y a des lois. L'obligation alimentaire. On va te traîner en justice et on va te saigner à blanc. Mes parents l'ont suivi, me jetant des regards de haine pure, comme si j'étais le monstre de l'histoire. Après qu'ils eurent claqué la porte, me laissant seul au milieu des débris de verre et de l'odeur du bœuf bourguignon qui refroidissait, je me suis effondré sur le sol. Je n'ai pas pleuré. J'étais juste vide. Si vous étiez à ma place, face à votre propre famille qui vous demande de l'argent avec autant de violence, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous cédé pour avoir la paix? Ou auriez-vous fait comme moi? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de savoir si je suis la seule à avoir vécu ça. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la nausée. Pas celle d'une gueule de bois, mais celle de l'angoisse pure. J'avais espéré, naïvement, que la scène de la veille resterait un incident privé, une plaie familiale qu'on panserait en silence. Je me trompais lourdement. Olympe avait déclaré la guerre, et son champ de bataille était le monde entier. Mon téléphone clignotait sans arrêt. Plus de 50 notifications. Des messages, des mentions, des tags. J'ai ouvert Facebook avec des doigts tremblants. Olympe avait publié un long texte sur le groupe Les Habitants de Lyon et environ, un groupe qui comptait plus de 100 000 membres. Le titre était accrocheur, écrit en majuscules. « Et ma sœur millionnaire laisse une OS parents mourir de faim ». Le texte était un chef-d'œuvre de fiction. Elle y racontait comment elle, la sœur dévouée mais handicapée, se battait chaque jour pour nourrir nos parents âgés et malades. Elle décrivait comment j'avais abandonné la famille dès que j'avais touché mon premier salaire, comment je vivais dans le luxe le plus indécent tout en refusant de payer les médicaments vitaux pour le cœur de mon père. Mon père n'avait aucun problème cardiaque, il avait juste du cholestérol dû au pâté. Mais le pire, c'était la photo. Elle avait mis côte à côte une photo de moi en tailleur, souriante, prise lors d'un séminaire d'entreprise à Dubaï il y a 3 ans, et une photo de nos parents, visiblement mise en scène. Ils étaient assis dans leur cuisine sombre à Saint-Étienne, devant des bols de nouilles instantanées, l'air abattu, vêtus de vieux pulls troués que je ne leur avais jamais vu porter. Les commentaires étaient une avalanche de haine. Quelle honte! Une fille indigne. On devrait signaler cette femme à son employeur. Si je la croise à Lyon, je lui crache au visage. Courage à vous Olympe, vous êtes une sainte. J'ai senti les murs de mon appartement se resserrer. Olympe avait tagué mon entreprise. Mon employeur. Mon monde professionnel, que j'avais mis 10 ans à construire brique par brique, était en train d'être souillé par les mensonges de ma sœur. Je suis arrivée au bureau 1 heure en avance, espérant éviter les regards. Mais l'ambiance était déjà lourde. À la machine à café, les conversations se sont tues dès que je suis apparue. Ma secrétaire, d'habitude si chaleureuse, a évité mon regard en me tendant mon courrier. Vers 10 heures, l'interphone de mon bureau a sonné. C'était le directeur des ressources humaines. Fanelli, pouvez-vous venir dans mon bureau? Tout de suite. Le trajet dans le couloir m'a paru durer une éternité. J'avais l'impression de marcher vers l'échafaud. Le DRH, un homme froid et pragmatique, m'a montré son écran d'ordinateur. Le poste d'Olympe y était affiché. Nous avons reçu des appels ce matin, a-t-il dit sans préambule. Des clients qui s'inquiètent de nos valeurs éthiques. Ils demandent pourquoi nous employons une personne qui maltraite ses parents vulnérables. C'est faux, ai-je protesté, la voix étranglée. C'est une affaire privée. Ma sœur ment. La vérité importe peu sur les réseaux sociaux, Fanelli, a-t-il coupé sèchement. Ce qui compte, c'est l'image. L'entreprise ne peut pas être associée à ce genre de scandale sordide. Je vous conseille de régler ça. Vite. Et discrètement. Sinon, nous devrons reconsidérer votre position. Je suis sortie de son bureau en tremblant de rage. Olympe ne voulait pas juste de l'argent. Elle voulait me détruire. Elle voulait que je perde tout pour que je redevienne comme elle, misérable et dépendante. En retournant à mon bureau, mon téléphone a vibré à nouveau. Un message d'un numéro inconnu. J'ai ouvert. C'était une photo de ma porte d'entrée. Quelqu'un était venu devant chez moi. Sur la photo, on voyait qu'on avait tagué en rouge sur ma porte, « Salope égoïste ».
J'ai couru hors du bureau, pris ma voiture et foncé chez moi. Quand je suis arrivé, le concierge était déjà en train d'essayer de nettoyer l'insulte. Il m'a regardé avec pitié. C'est votre sœur qui a donné l'adresse dans les commentaires, a-t-il murmuré. Je suis monté chez moi, j'ai verrouillé la porte à double tour. J'étais assiégé. Par ma propre famille. Et le pire restait à venir. Partie 5, l'article 205 du Code civil, nombre de mots, 740. 2 semaines ont passé. 2 semaines d'enfer où j'ai vécu comme une fugitive, évitant les lieux publics, désactivant mes réseaux sociaux. J'avais espéré que la tempête numérique se calmerait, comme c'est souvent le cas avec les scandales d'un jour. Mais Olympe alimentait le feu quotidiennement avec de nouvelles révélations imaginaires. Puis, un matin, le facteur a sonné. Il ne m'a pas souri. Il m'a tendu une lettre recommandée avec accusé de réception. L'en-tête était celui du tribunal judiciaire de Lyon. Juge aux affaires familiales. J'ai déchiré l'enveloppe avec des doigts engourdis par le froid et la peur. À l'intérieur, une convocation officielle. Objet, requête en obligation alimentaire, article 205 et suivant du Code civil. Mes parents me poursuivaient en justice. Pour de vrai. J'ai lu le dossier joint. C'était un tissu de mensonges si bien tricoté qu'il en paraissait réel. Ils déclaraient sur l'honneur n'avoir pour seule ressource que le minimum vieillesse. Ils affirmaient que leurs dépenses de santé, non remboursées, soi-disant, s'élevaient à 800 € par mois. Ils avaient joint des attestations de voisins, probablement manipulées par Olympe, certifiant qu'ils vivaient dans le dénuement le plus total, sans chauffage, mangeant un repas par jour. Olympe était mentionné comme « personne à charge », invalide à 80%, nécessitant la présence constante de ses parents. Il réclamait une pension alimentaire mensuelle de 1 800 €. 1 800 €. C'était exactement la somme qu'Olympe m'avait demandée pour ses besoins personnels il y a quelques mois, et que j'avais refusé. Ils utilisaient la loi pour me forcer à financer le train de vie de ma sœur. J'ai senti une vague de panique me submerger. L'obligation alimentaire est une réalité en France. Si les parents sont dans le besoin et que l'enfant a des ressources, le juge n'a pas d'état d'âme. Il condamne. Et avec mon salaire de directrice financière, j'étais la cible parfaite. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé la seule personne en qui j'avais encore confiance. Isor. Mon amie d'enfance, devenue une avocate redoutable spécialisée en droit de la famille. On s'est retrouvés dans un petit café sombre, loin des regards. Isor a épluché le dossier, ses sourcils froncés se rejoignant presque. C'est du solide, Fanelli, a-t-elle dit en posant ses lunettes sur la table. Sur le papier, ils sont indigents. Toi, tu es riche. Le code civil est clair. Les enfants doivent des aliments à leur père et mère. Et la jurisprudence est sévère. Mais c'est faux, ai-je crié, attirant les regards de quelques clients. J'ai baissé la voix. Ils ne sont pas pauvres. Papa a touché un héritage il y a 5 ans. Ils ont vendu un terrain. Où est passé l'argent? S'ils l'ont flambé ou donné à Olympe en liquide, il n'y a pas de trace, a soupiré Isor. Devant le juge, ce qui compte, c'est leur avis d'imposition actuel. Et là, regarde. Revenu fiscal de référence, quasi nul. Je me suis pris la tête dans les mains. Donc je vais devoir payer? Payer pour qu'Olympe puisse s'acheter des sacs de marque pendant que je bosse 70 heures par semaine? Si on ne prouve pas qu'ils organisent leur insolvabilité, oui, tu vas payer, a tranché Isor. Et pire, si le juge croit qu'ils sont vraiment dans la misère par ta faute, ça peut devenir du pénal. Délaissement de personnes vulnérables. J'ai eu envie de vomir. Mon père, cet homme qui m'avait appris à faire du vélo, essayait de m'envoyer en prison pour faire plaisir à sa fille préférée. Il faut qu'on trouve une faille, a dit Isor, ses yeux brillants d'une lueur de défi. Ils mentent forcément quelque part. Les gens comme ça, avides et stupides, font toujours une erreur. Il faut trouver où est l'argent. Je ne sais pas où chercher, ai-je avoué, désespéré. Je ne leur parle plus depuis des années sur les questions d'argent. Qui sait, a demandé Isor. Qui, dans ta famille, n'est pas sous l'emprise d'Olympe? Une image m'est apparue.
Un visage ridé, des yeux bleus délavés mais pétillants de malice. Maminou, ai-je murmuré. Ma grand-mère. Ils l'ont placée en maison de retraite l'année dernière pour récupérer sa chambre. Elle sait tout. Isor a souri, un sourire de requin. Alors on va voir Maminou. Et vite. L'audience est dans 3 semaines. Le lendemain, j'ai pris ma voiture pour me rendre à Saint-Étienne. J'ai garé ma voiture loin de l'EHPAD, les Mimosas, par peur que mes parents ne voient ma plaque d'immatriculation s'ils venaient visiter ma grand-mère. Mais je savais qu'ils ne venaient presque jamais. Pour eux, Maminou Zélie n'était plus qu'une charge dont ils s'étaient débarrassés. Maminou était assise dans son fauteuil roulant, face à la fenêtre, regardant les feuilles mortes tomber dans la cour grise. Quand elle m'a vue, son visage s'est illuminé. Fanélie. Ma petite guerrière. Je l'ai serrée dans mes bras, respirant son odeur de lavande et de vieux papier. C'était la seule odeur de maison qui me restait. Ils te font des misères, hein, a-t-elle demandé tout de suite, me scrutant avec ses yeux perçants. Elle n'avait pas toute sa tête certains jours, mais aujourd'hui, elle était lucide. Je lui ai tout raconté. Le procès. La demande de pension. Les mensonges. Maminou a écouté, ses mains noueuses serrant les accoudoirs de son fauteuil. Les vautours, a-t-elle craché. Je savais que Théophane était faible, mais je ne pensais pas qu'il laisserait cette sorcière d'Olympe le mener par le bout du nez à ce point. Maminou, ils disent qu'ils n'ont plus rien. Qu'ils sont pauvres. Est-ce que c'est vrai? Elle a éclaté d'un rire sec, une toux de fumeuse. Pauvres? Ils ont vendu mes bijoux, Fanélie. Les bijoux que je voulais te donner. Et l'argent du terrain de l'oncle Albert? Tu crois qu'il s'est évaporé? Ils disent qu'ils l'ont utilisé pour vivre. Mensonge. Elle s'est penchée vers moi, baissant la voix comme pour me confier un secret d'État. Hier, Olympe est venue. Elle voulait que je signe un papier pour l'assurance vie. Elle pensait que j'étais gâteuse, que je ne comprendrais pas. Elle a posé son sac sur mon lit. Un sac tout neuf, en cuir, avec ses 2 lettres entrelacées. LV. Louis Vuitton, ai-je demandé, stupéfaite. Oui. Elle a vu que je regardais. Elle m'a dit, c'est une contrefaçon, mémé, achetée au marché. Mais Fanélie, j'ai été couturière toute ma vie. Je connais le cuir. Je connais les coutures. C'était un vrai. Ça vaut des milliers d'euros. J'ai froncé les sourcils. Mais comment? Si papa et maman lui donnent tout leur liquide, ça ne suffit pas pour ce genre de folie. Maminou a tapoté ma main. Elle a reçu un coup de fil pendant qu'elle était là. Elle parlait fort. Elle a dit, ne t'inquiète pas, le virement de Sainte-Maxime est arrivé ce matin sur le compte nickel. Sainte-Maxime? J'ai sursauté. Mais l'appartement de vacances de Pépé a été vendu il y a 10 ans. C'est ce qu'ils t'ont dit, a murmuré Maminou, un sourire triste aux lèvres. Ils t'ont dit qu'ils l'avaient vendu pour payer mes soins. Mais c'est faux. Ils l'ont gardé. Ils le louent aux touristes. Au noir. Et l'argent, il va directement dans la poche d'Olympe. J'ai senti mon cœur s'emballer. C'était ça. La pièce manquante du puzzle. Ils avaient un patrimoine caché, des revenus dissimulés, tout en plaidant la misère au tribunal. C'était de la fraude. De l'escroquerie au jugement. Merci, Maminou, ai-je dit en l'embrassant sur le front. Tu viens de me sauver la vie. Écrase-les, ma petite, a-t-elle chuchoté en me serrant la main. Pour moi. Et pour toi. En sortant de l'EHPAD, j'ai immédiatement appelé Isor. On a une piste. Sainte-Maxime. Il faut qu'on engage un détective privé. Tout de suite. Mais je ne savais pas que ce que le détective allait découvrir dépasserait toutes mes espérances, et tout mon dégoût. Partie 7. L'investigation et le compte caché, nombre de mots, 710. Nous avons engagé Monsieur Dupin, un détective privé lyonnais aux méthodes discrètes et efficaces. Cela m'a coûté une petite fortune, mais c'était un investissement nécessaire pour ma survie. Pendant 1 semaine, il a fouillé la vie numérique et réelle de ma famille. Le rapport est arrivé par coursier un mardi matin, 3 jours avant l'audience.
Je l'ai apportée directement au cabinet d'Isor sans l'ouvrir. Je voulais qu'elle soit là. Isor a ouvert l'épais dossier jaune. Elle a sifflé d'admiration. Ton détective est un magicien, Fanelli. Regarde ça. Elle a étalé des photos sur son bureau en acajou. Première photo, une capture d'écran d'une annonce Airbnb. Charmante et de vue mer, Sainte-Maxime. L'autre s'appelait Olympen. Le calendrier était plein pour toute la saison estivale. Prix de la semaine, 1200 €. Ils ne l'ont jamais vendu, a confirmé Isor. Mieux encore, ils ont fait une donation déguisée de l'usufruit à Olympe il y a 3 ans pour éviter que ça rentre dans le calcul de leurs impôts, mais le titre de propriété est toujours au nom de tes parents. Deuxième document, un relevé bancaire d'une banque en ligne, Néobank, au nom d'Olympe. Le détective avait réussi à l'obtenir grâce à une source, je n'ai pas demandé comment. Les lignes de crédit étaient édifiantes. Des virements Airbnb réguliers. Mais aussi des dépôts d'espèces mensuels de 500 ou 800 €, effectués au guichet automatique de Saint-Étienne, près de chez mes parents. Ils retirent leur retraite en liquide pour la déposer sur le compte de ta sœur, a analysé Isor, dégoûté. Ils se privent volontairement pour la gaver. Mais le plus choquant était la colonne des débits. Ce n'étaient pas des dépenses de pharmacie ou de thérapie pour son dos. Casino Le Lion Vert, 400 €. Site de paris sportif, 200 €. Boutique Louis Vuitton Lyon, 2400 €. Club Le Pacha, 300 €, une boîte de nuit. Attends, ai-je dit, saisissant une photo floue prise de nuit. On y voyait une femme en robe à paillettes, perchée sur des talons aiguilles de 12 cm, en train de danser sur une table, une bouteille de champagne à la main. C'était Olympe. La date de la photo? Samedi dernier. Elle est censée être invalide à 80%, ai-je murmuré, sentant une rage froide monter en moi. Elle a dit au juge qu'elle ne pouvait pas se lever sans aide. C'est de l'or en barre, a jubilé Isor. Fanelli, on ne va pas seulement gagner. On va les détruire. Cependant, Isor m'a mis en garde. Ces preuves sont accablantes, mais certaines ont été obtenues, à la limite de la légalité. Le juge pourrait les écarter si on ne les amène pas intelligemment. Il nous faut un aveu. Quelque chose qui lie tout ça ensemble. Il faut qu'Olympe admette que c'est une machination. Comment on fait ça, ai-je demandé. Elle ne me parle plus. On lui tend un piège, a répondu Isor. L'appât du gain est son point faible. Propose-lui un arrangement à l'amiable. De l'argent liquide, tout de suite, contre le retrait de la plainte. Elle ne résistera pas. J'ai hésité. Revoir Olympe me donnait la nausée. Mais je n'avais pas le choix. J'ai envoyé un SMS à ma sœur. Je capitule. J'ai 10 000 € en liquide. Je te les donne demain si vous retirez la plainte. C'est tout ce que j'ai de disponible sans vendre l'appart. Rendez-vous au Café des Arts à 14 h. La réponse est arrivée 10 secondes plus tard. Viens seul. Et vous, honnêtement, comment auriez-vous réagi à sa place? On veut vraiment lire vos avis dans les commentaires, parce que chaque point de vue compte. Dites-nous aussi de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Et surtout, ne partez pas, l'histoire est encore loin d'être terminée, ce qui arrive ensuite risque de totalement vous retourner. Le Café des Arts était un endroit bruyant, parfait pour une conversation discrète. J'étais arrivé 20 minutes en avance. J'avais collé un micro-cravate minuscule sous mon écharpe, relié à mon téléphone qui enregistrait dans ma poche intérieure. Mes mains étaient moites. Olympe est arrivée avec 10 minutes de retard, fidèle à son habitude. Elle ne portait pas sa minerve cervicale qu'elle arborait sur les photos Facebook. Elle marchait d'un pas assuré, ses talons claquant sur le carrelage. Quand elle m'a vue, elle a affiché ce sourire suffisant qui me donnait envie de hurler. Elle s'est assise sans dire bonjour. Fais voir l'argent. J'ai posé une épaisse enveloppe Kraft sur la table. Je l'avais remplie de coupures de journaux, avec juste un vrai billet de 50 € visible par la petite fenêtre transparente de l'enveloppe. C'est là, ai-je dit, ma voix tremblante, et je n'avais pas besoin de beaucoup forcer pour simuler la peur. 10 000 €. C'est toutes mes économies liquides, Olympe.
Je dois vendre ma voiture pour finir le mois. Elle a tendu la main, mais j'ai posé la mienne sur l'enveloppe. D'abord, tu appelles l'avocat et tu lui dis d'annuler l'audience de demain. Elle a ricané. T'es mignonne. Tu crois que c'est si simple? Papa et maman veulent te voir ramper. Pourquoi vous faites ça, Olympe, ai-je demandé, essayant de guider la conversation. Pourquoi vous dites que vous êtes pauvre? Je sais que papa a de l'argent. Elle s'est penchée vers moi, baissant la voix, ses yeux brillants de méchanceté. Bien sûr qu'ils ne sont pas pauvres, idiote. Mais on s'en fout. L'argent de papa, c'est un héritage. Pourquoi il devrait le dépenser pour vivre alors que oui, tu peux payer? C'est de l'optimisation, ma chérie. Mais, tu as dit au juge que tu étais invalide. Que tu avais besoin d'aide. Elle a éclaté de rire, rejetant la tête en arrière. Et le juge va me croire. Tu sais pourquoi? Parce que je suis une excellente actrice. Et toi, tu es juste la méchante fille riche. Personne ne t'aime, Fanny. Même pas tes parents. Ils préfèrent se couper un bras pour moi que d'accepter un café de toi. Elle a tiré sur l'enveloppe. Allez, donne le fric. Je dirai à papa que tu as pleuré et qu'on peut suspendre le procès, pour l'instant. Mais il faudra payer la mensualité le mois prochain, hein. C'est juste un acompte. J'ai lâché l'enveloppe. Elle l'a saisie, l'a ouverte un peu pour voir le billet de 50, et l'a fourré dans son sac Louis Vuitton, le vrai. Tu es pathétique, a-t-elle craché en se levant. Merci pour le shopping. À demain au tribunal, quand même. On ne retire pas une plainte aussi juteuse. Elle est partie sans payer son café. J'ai attendu qu'elle sorte. J'ai sorti mon téléphone, arrêté l'enregistrement. J'ai mis mes écouteurs et j'ai réécouté. Le son était cristallin. Bien sûr qu'ils ne sont pas pauvres. C'est de l'optimisation. Je suis une excellente actrice. J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Ce n'était pas un sourire de joie. C'était le sourire du bourreau avant d'abaisser la hache. Elle avait pris l'enveloppe de faux billets. Elle allait avoir une surprise en essayant de payer ses prochaines chaussures. Mais la plus grande surprise, ce serait demain matin, dans la salle d'audience numéro 4. Le palais de justice de Lyon est un bâtiment imposant, froid, conçu pour écraser l'individu sous le poids de la loi. L'odeur de cire encaustiquée et de vieux dossiers me prenait à la gorge. Je suis entré dans la salle d'audience aux côtés d'Isor. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on l'entende résonner dans le silence solennel. Mes parents et Olympe étaient déjà là, assis sur le banc des plaignants. La transformation était spectaculaire. Olympe était assise dans un fauteuil roulant loué. Elle portait un vieux pull gris trop grand, pas de maquillage, les cheveux gras attachés en une queue de cheval négligée. Elle avait même une minerve autour du cou. Maman tenait un chapelet qu'elle égrenait ostensiblement. Papa portait son costume de mariage, vieux de 40 ans, élimé au coude, qui sentait la naphtaline à 10 mètres. Il jouait la scène des « Misérables » à la perfection. Quand je suis passé près d'eux, Olympe a gémi bruyamment, se tenant le dos, pour attirer l'attention du greffier. Maman m'a lancé un regard de martyr, les yeux mouillés de larmes de crocodile. L'affaire Nolan contre Nolan, a appelé le juge. C'était une femme d'une 50aine d'années, au visage sévère, lunettes sur le bout du nez. Elle avait l'air d'avoir tout vu, tout entendu, et d'être fatiguée de la bêtise humaine. L'avocat de mes parents, un commis d'office jeune et visiblement mal à l'aise, ou peut-être dupé lui aussi, a commencé sa plaidoirie. Madame la juge, nous sommes face à un cas tragique d'abandon familial. Monsieur et Madame Nolan ont tout sacrifié pour leur fille cadette, Fanny. Aujourd'hui, ils vivent avec moins de 900 € par mois pour deux, doivent s'occuper de leur fille aînée lourdement handicapée, Olympe ici présente, dont l'état nécessite des soins constants. Olympe a lâché un petit sanglot étouffé, tamponnant ses yeux secs avec un mouchoir en tissu. Pendant ce temps, a continué l'avocat, pointant un doigt accusateur vers moi, Mademoiselle Fanny Nolan mène une vie de château, accumulant les primes de plusieurs dizaines de milliers d'euros, refusant même d'aider ses parents à payer le chauffage cet hiver. L'article 205 est fait pour punir cet égoïsme. La juge m'a regardé par-dessus ses lunettes. Son regard était froid, désapprobateur.
Je sentais le jugement moral peser sur moi. J'étais la méchante fille riche. Avez-vous quelque chose à dire, maître, a-t-elle demandé à Isor. Isor s'est levée lentement. Elle n'a pas élevé la voix. Elle a juste souri, d'un sourire calme et terrifiant. Madame la juge, nous ne contestons pas les revenus de ma cliente. Fanelli gagne bien sa vie. Ce que nous contestons, c'est la réalité de la misère des plaignants. Et plus encore, nous contestons l'honnêteté de cette démarche. Elle a sorti une clé USB et l'a posée sur le bureau du juge. Je sollicite la permission de projeter quelques éléments de preuve qui éclairent d'un jour nouveau la situation financière, médicale de la famille Nolan. L'avocat adverse a protesté, mais la juge, intriguée, a accepté. L'écran de la salle s'est allumé. La première image est apparue. C'était la capture d'écran du compte Airbnb de Sainte-Maxime. Voici un appartement dont monsieur et madame Nolan sont propriétaires, et qui génère environ 15 000 € de revenus locatifs non déclarés par an, a annoncé Isor. Un murmure a parcouru la salle. Mon père est devenu blême. Maman a arrêté d'égrener son chapelet. C'est pour payer les dettes, a crié mon père, paniqué. Quelle dette, a rétorqué Isor. Celle-ci? Elle a affiché les relevés bancaires d'Olympe. Les dépenses au casino. Les achats Louis Vuitton. On voit ici que l'argent des parents est systématiquement siphonné par mademoiselle Olympe Nolan. Olympe s'est redressée dans son fauteuil roulant, oubliant son rôle d'invalide une seconde. C'est privé. Vous n'avez pas le droit. Et concernant l'invalidité de mademoiselle, a continué Isor, impitoyable, voici une vidéo prise samedi dernier. Il y a 3 jours. La vidéo s'est lancée. On y voyait Olympe, en robe moulante, dansant le rock acrobatique avec un inconnu dans une boîte de nuit, riant aux éclats, sautant sur ses talons hauts. Dans la salle d'audience silencieuse, la musique techno de la vidéo résonnait de manière grotesque. La juge a regardé l'écran, puis elle a regardé Olympe, toujours assise dans son fauteuil roulant avec sa Minerve. Le contraste était si violent qu'il en devenait comique. Et enfin, a conclu Isor, si cela ne suffisait pas, voici un enregistrement réalisé hier, où mademoiselle Olympe explique la nature réelle de cette procédure. La voix d'Olympe a rempli la salle, bien sûr qu'ils ne sont pas pauvres, idiotes. C'est de l'optimisation. Je suis une excellente actrice. Le silence qui a suivi était assourdissant. Olympe était figée, la bouche ouverte, le visage passant du rouge au gris cendre. Maman a lâché son chapelet qui est tombé au sol avec un bruit sec. Papa regardait ses chaussures, tremblant de tout son corps. La juge a retiré ses lunettes. Elle ne regardait plus Olympe avec pitié. Elle la regardait avec une fureur contenue. Je crois, a dit la juge d'une voix glaciale, que nous avons vu assez de théâtre pour aujourd'hui. La juge a pris quelques minutes pour écrire, le crissement de son stylo sur le papier étant le seul bruit dans la salle. Personne n'osait bouger. L'avocat de mes parents avait enfoui sa tête dans ses mains, comprenant qu'il avait été manipulé par ses propres clients. Le tribunal, a commencé la juge en relevant la tête, rejette l'intégralité des demandes des époux Nolan. Elle a marqué une pause, fixant mes parents droit dans les yeux. Non seulement votre demande est infondée, mais elle est frauduleuse. Vous avez délibérément dissimulé des revenus locatifs substantiels et menti sur votre situation patrimoniale pour tenter d'extorquer de l'argent à votre fille via le système judiciaire. C'est une tentative d'escroquerie au jugement. Elle s'est tournée vers Olympe, qui essayait de se faire toute petite dans son fauteuil roulant. Quant à vous, mademoiselle, votre performance d'actrice, comme vous l'appelez, est une insulte à toutes les personnes réellement handicapées qui passent devant ce tribunal. Vous avez instrumentalisé vos parents âgés pour satisfaire votre cupidité. Le marteau est tombé. Je condamne les époux Nolan et mademoiselle Olympe Nolan solidairement à verser 5 000 € à madame Fanelli Nolan au titre de l'article 700 pour ses frais d'avocat. De plus, je transmets le dossier au procureur de la République pour tentative d'escroquerie, ainsi qu'aux services fiscaux et à la CAF pour enquête sur vos revenus dissimulés et vos allocations indûment perçues. L'audience est levée. C'était fini. En quelques minutes, leur monde s'était écroulé. Dès que la juge est sortie, le chaos a éclaté. Olympe s'est levée de son fauteuil roulant d'un bond,
oubliant totalement sa comédie. Elle s'est tournée vers mes parents, le visage déformé par la haine. Vous voyez. Je vous l'avais dit qu'il ne fallait pas prendre cet avocat nul. Vous êtes des incapables, a-t-elle hurlé. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père réagir. Il s'est levé, rouge de colère, et gifle. Un bruit sec a claqué. Il venait de gifler Olympe. Tais-toi, a-t-il crié, les larmes aux yeux. C'est toi qui nous as mis là-dedans. Tu nous as dit qu'on allait gagner. Maintenant le fisc va nous prendre la maison. On va tout perdre à cause de tes caprices. Maman pleurait, assise sur le banc, marmonnant, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait. Olympe, choquée par la gifle, a porté la main à sa joue. Elle m'a vue, debout près d'Isor, impassible. C'est ta faute, a-t-elle craché vers moi. Tu es contente, hein? Tu as détruit ta famille. Je me suis approchée d'eux. Lentement. Je n'avais plus peur. Ils étaient pathétiques. Non, Olympe, ai-je dit calmement. Je n'ai rien détruit. J'ai juste allumé la lumière. C'est vous qui ne supportez pas ce que vous voyez. J'ai regardé mes parents. Ne m'appelez plus jamais. Ne m'écrivez plus. Pour moi, vous êtes mort aujourd'hui. Je me suis retournée et j'ai marché vers la sortie. Fanélie. Attends, a crié mon père, sa voix brisée par la panique. Le fisc, ils vont nous prendre l'appartement de Sainte-Maxime? Aide-nous. On est tes parents. Je ne me suis pas arrêtée. J'ai poussé les lourdes portes battantes du tribunal et je suis sortie dans le couloir. L'air n'avait jamais semblé aussi léger. Les mois qui ont suivi ont été marqués par un silence radio absolu de ma part, mais les nouvelles me parvenaient par l'intermédiaire de cousins éloignés ou de ma minou. La justice et l'administration française sont des machines lentes, mais quand elles se mettent en marche, elles broient tout sur leur passage. Le contrôle fiscal a été impitoyable. Mes parents ont dû rembourser 5 années d'impôts sur les revenus locatifs non déclarés, avec une majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses. La CAF leur a réclamé le remboursement des aides au logement perçues illégalement pour Olympe. Pour payer ces sommes astronomiques, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont dû vendre l'appartement de Sainte-Maxime en urgence, bien en dessous du prix du marché. Mais cela ne suffisait pas. Ils ont dû mettre en vente leur maison de Saint-Étienne, celle où j'avais grandi. Ils ont dû déménager dans un petit HLM, habitation à loyer modéré, en banlieue. Quant à Olympe, son monde de princesse s'est effondré. Sans l'argent de poche de papa et maman, et avec ses comptes bancaires saisis pour payer sa part de l'amende solidaire, elle a dû faire face à la réalité pour la première fois de sa vie à 40 ans. J'ai appris qu'elle avait dû vendre sa collection de sacs à main sur Vinted pour payer son loyer. Et comble de l'ironie, elle a dû prendre un emploi. Pas un emploi créatif. Elle travaille maintenant comme hôtesse de caisse dans un supermarché discount. Elle, qui méprisait tant les gens qui travaillent dur, doit maintenant scanner des boîtes de conserve toute la journée en souriant aux clients. 6 mois après le procès, ma minou Zélie s'est éteinte doucement dans son sommeil. Je suis allée à l'enterrement. Mes parents et Olympe étaient là. Ils avaient vieilli de 10 ans. Ils avaient l'air gris, éteints, vêtus de vêtements bon marché. Quand ils m'ont vu arriver, vêtus d'un manteau noir élégant, la tête haute, ils ont baissé les yeux. La honte. Enfin. Olympe a essayé de s'approcher de moi après la cérémonie. Fanélie, a-t-elle commencé, la voix éraillée. On pourrait peut-être. J'ai levé une main pour l'arrêter. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste traversé son regard comme si elle était transparente, et je suis allée jeter une poignée de terre sur le cercueil de la seule femme qui m'avait aimé sans condition. À la lecture du testament, une dernière surprise nous attendait. Ma minou n'avait pas d'argent, mes parents lui avaient tout pris de son vivant. Mais elle avait laissé une boîte en fer blanc. Le notaire l'a ouverte. Elle était adressée à ma petite fille Fanélie. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux. Juste des photos. Des centaines de photos de moi enfant, que je croyais perdues. Et une lettre. Ma chérie, pardonne-leur si tu peux, mais ne les laisse plus jamais te manger. Tu es libre. Vol. Mes parents et Olympe n'ont rien eu. Pas même un mot.
C'était la vengeance finale de Maminou. Elle leur a refusé la seule chose qu'ils voulaient encore, la reconnaissance de leur existence. Partie 12, la liberté a le goût du vin rouge, nombre de mots, 740, c'était à 3 inclus. Aujourd'hui, je suis assise sur la terrasse de mon appartement à Lyon. Il fait froid, c'est encore l'hiver, mais le ciel est d'un bleu pur, cristallin. J'ai changé de numéro de téléphone. J'ai bloqué leurs emails. J'ai même déménagé dans un autre quartier pour être sûr qu'ils ne viennent pas sonner à ma porte. Parfois, la nuit, je ressens encore un pincement au cœur. Le syndrome de la « bonne fille » est tenace. Une petite voix me dit, ce sont tes parents, ils sont vieux, ils sont pauvres maintenant. Tu devrais les aider. Mais ensuite, je repense au sourire narquois d'Olympe au café. Je repense à la fausse Minerve au tribunal. Je repense à toutes ces années où j'ai cru que je devais acheter leur amour. L'amour ne s'achète pas. Et le respect ne se doit pas, il se mérite. J'ai utilisé une partie de ma prime, celle qu'ils voulaient me voler, pour créer une fondation. La Fondation Zélie. Elle aide les jeunes femmes issues de milieux toxiques à financer leurs études et à prendre leur indépendance financière. Chaque année, j'aide 10 filles à échapper à leur propre Olympe, à leur propre Clotilde. C'est ma façon de transformer cette boue en or. Hier, j'ai reçu une lettre manuscrite dans ma boîte aux lettres. Je ne sais pas comment ils ont eu ma nouvelle adresse. L'écriture était tremblante. C'était maman. Je l'ai tenue au-dessus de la poubelle un long moment. Je pouvais l'ouvrir. Je pouvais lire ses excuses, ses pleurs, ses demandes d'aide. Je savais ce qu'il y avait dedans. Ton père ne va pas bien. On regrette. Olympe a changé. Le piège éternel. J'ai sorti mon briquet. J'ai mis le feu au coin de l'enveloppe. J'ai regardé le papier jaunir, noircir, puis s'effriter en cendres grises qui sont tombées dans la poubelle. Je n'ai pas lu un seul mot. J'ai ressenti une paix immense. Pas de la joie, non. Juste le silence. Un silence propre, net, définitif. J'ai versé un verre de ce vin rouge que j'avais ouvert le soir du fameux dîner, il y a des mois. J'ai levé mon verre vers le ciel, vers Maminou. Santé, mémé. On a gagné. J'ai perdu une famille, c'est vrai. Mais j'ai gagné ma vie. Et croyez-moi, le prix de la liberté est élevé, mais elle vaut chaque centime. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était difficile de revivre tout ça, mais je pense qu'il était nécessaire de le partager. Si cette histoire vous a touché, ou si vous avez vous aussi vécu avec une Olympe dans votre vie, s'il vous plaît, mettez un « j'aime » sur cette vidéo. Ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires de justice et de résilience. Partagez votre propre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec votre famille pour vous sauver? Je lirai toutes vos réponses. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, vous n'êtes pas un distributeur de billets, vous êtes une personne. À bientôt.